Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Demain, je mentirai à la police sur la raison pour laquelle j'ai fait exploser mon bateau de pêche. La pêche commerciale à la palangre est un moyen misérable de gagner sa vie. On vit dans un état d'épuisement constant et accablant. Le bateau empeste en permanence, l'appât en décomposition et la saumure gelée. On travaille par quart de 20 heures, à tirer des kilomètres de lignes monofilaments lourdes hors de l'eau glacée, à décrocher les prises, à réappâter les hameçons et à les empiler dans les cales. Ça vous brise le dos et vous abîme les mains. J'étais le nouveau. L'équipage ne comptait que 3 personnes. Le capitaine, un matelot plus âgé, couvert de cicatrices, qui pêchait depuis 30 ans, et moi. Nous travaillions dans une zone très profonde et isolée de l'océan. Nous étions en mer depuis 10 jours, et la chance ne nous souriait pas du tout. Les cales étaient presque vides, et nous n'avions attrapé que quelques petits espadons et du thon de mauvaise qualité. Mais cela était loin d'être suffisant pour couvrir le coût du carburant et des appâts, sans parler de faire des bénéfices. La tension à bord était palpable. Le capitaine arpentait le pont, fumant cigarette sur cigarette, le regard rivé sur l'eau sombre. Le matelot plus âgé, lui, travaillait dans un silence sinistre. Je gardais la tête baissée, frottant le pont et rangeant le matériel, essayant d'échapper à leur colère. Le 11e jour, le treuil hydraulique se mit à gémir. Nous tirions la ligne principale. Le treuil gémissait, les lourds engrenages métalliques grinçant d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. La grosse ligne en nylon fut tendue à l'extrême, plongeant à la verticale dans l'eau noire. La tension était énorme. Le bateau gita même légèrement sur tribord. Le capitaine jeta sa cigarette par-dessus bord et courut vers le panneau de commande. Il relâcha la pression hydraulique, essayant d'empêcher la ligne de se rompre sous la contrainte. Le matelot plus âgé a saisi un lourd gaff en acier et s'est penché par-dessus le bastingage, fixant l'eau. Il a fallu 45 minutes pour ramener la prise à la surface. Quand elle a enfin fait surface, sa taille gigantesque m'a fait reculer d'un pas. C'était un thon rouge, mais il était incroyablement gros. Il devait peser plus de 500 kilos. Ses écailles bleu foncé reflétaient la lumière crue du pont. Le capitaine a laissé échapper un rire rauque. Ce seul poisson allait payer l'intégralité du voyage. Il couvrirait le carburant, paierait l'équipage et remettrait le bateau dans le verre. Le matelot plus âgé a enfoncé son gaff dans la chair épaisse près des branchies, et nous avons actionné la lourde grue de levage pour hisser l'animal massif par-dessus le bastingage et le déposer sur le pont métallique. Il heurta le sol en acier dans un bruit sourd. Je pris du recul, reprenant mon souffle, et observai le poisson de près. Il était difforme. Ses proportions étaient complètement faussées. La tête était normale, mais le torse du poisson était grotesquement gonflé. Le ventre bombait vers l'extérieur, tendant les écailles blanches de son ventre jusqu'à ce qu'elles semblent sur le point de se déchirer. Des dizaines de cicatrices profondes et circulaires recouvraient les flancs du thon. Elles ressemblaient vaguement aux morsures laissées par les requins coquettes, mais elles étaient bien trop grandes et bien trop profondes. Certaines cicatrices semblaient cicatrisées, recouvertes de tissus blancs et fibreux. D'autres semblaient plus récentes, laissant s'écouler un liquide sombre sur le pont. « Regarde les entailles de cette bestiole !» dit le capitaine en sortant un long et lourd couteau à fileter de son étui à la ceinture. « Il a dû se gaver d'un banc de poisson à pas. Prépare les tuyaux, petit. Il faut le saigner, le mettre sur la glace avant que la chair ne se gâte. » Je saisis le lourd tuyau d'arrosage en caoutchouc et tournai le robinet. De l'eau de mer glacée jaillit, emportant le sang vers les dallots. Le matelot plus âgé s'agenouilla près de la queue, maintenant le poisson bien en place. Le capitaine s'accroupit à califourchon sur l'énorme ventre.
Il positionna la pointe de son couteau près de la nageoire ventrale, se préparant à ouvrir le poisson et à retirer les organes internes. « Ça sent mauvais », dis-je à voix basse. L'odeur qui se dégageait du poisson était insupportable. Ça sentait la boue stagnante et ancienne, ou un marécage laissé à pourrir au soleil. Le capitaine m'ignora. Il saisit le manche du couteau à 2 mains et enfonça la lame dans le ventre blanc et gonflé. La peau ne se coupa pas proprement. Elle céda avec un bruit sec et humide. Le ventre de l'énorme thon éclata. Et à notre grande surprise, il n'y avait aucun organe interne. Pas de rogue, pas d'estomac, pas de cœur. Toute la cavité interne de ce poisson de 500 kilos avait été complètement évidée. À l'intérieur de la cage thoracique évidée se trouvait une masse translucide et palpitante. Elle ressemblait à une gelée épaisse et massive. Elle était d'un blanc laiteux pâle, parcouru de veines sombres et de lignes violettes palpitantes. La masse bougeait et roulait à l'intérieur du poisson, se dilatant rapidement à l'air libre. L'odeur de boue stagnante s'intensifia, me faisant monter les larmes aux yeux. Je me figeai et je lâchai le tuyau. Le capitaine fixait la cavité. Son couteau pendait mollement dans sa main. Il se pencha légèrement en avant, plissant les yeux face à la lumière crue du pont. La masse se rompit. Des appendices épais, visqueux, semblables à des fouets, jaillirent de la gelée translucide. Ils se déplaçaient à une vitesse qui défiait toute logique. Les appendices m'ignorèrent complètement. Ils visèrent les 2 hommes penchés sur le poisson. 2 tentacules épais et musclés s'abattirent et s'enroulèrent directement autour du visage du capitaine. Ils claquèrent contre sa peau avec un bruit sourd, lui recouvrant la bouche, le nez et les yeux. Une autre paire d'appendices jaillit vers le matelot plus âgé, s'enroulant autour de l'arrière de sa tête et s'enfonçant dans son cou. Les hommes n'eurent pas le temps de crier. Ils s'effondrèrent instantanément sur le pont métallique. Le capitaine tomba en arrière, les bras raides, les mains griffant en vain le muscle épais et humide qui lui scellait le visage. Le matelot s'effondra en avant, le front heurtant la rambarde en acier. Je ne pouvais plus bouger. Mes bottes semblaient rivées au pont et ma respiration s'était complètement arrêtée. Je regardais la masse translucide à l'intérieur du thon continuer à pulser, pompant un fluide épais et sombre à travers les appendices, directement dans la tête de mes compagnons d'équipage. La lutte dura moins de 10 secondes. Les mains du capitaine se détachèrent de son visage, retombant mollement le long de son corps. Le matelot cessa de trembler. Je me tenais à 3 mètres de là, agrippé à la rambarde derrière moi, attendant que ces choses lâchent prise, attendant que les hommes meurent. Ils ne moururent pas. À l'unisson, le capitaine et le matelot plus âgé se relevèrent lentement du pont. Leurs mouvements étaient étranges et inhumains. Ils se déplaçaient comme des marionnettes tirées par de lourdes ficelles. Ils se tenaient droits, les bras pendants, complètement relâchés le long du corps. Les appendices épais étaient toujours solidement attachés à leur tête, s'étirant vers la masse palpitante à l'intérieur du poisson mutilé. Les 2 hommes tournèrent lentement la tête vers moi. La mâchoire du capitaine s'affaissa. Les articulations de sa mâchoire claquèrent et se déboîtèrent. Sa bouche s'ouvrit en un large rictus impossible. La mâchoire du matelot fit exactement la même chose, déchirant la peau au coin de sa bouche. Une voix s'échappa d'eux. C'était un son unique qui se chevauchait. Il s'exprima simultanément à travers leurs 2 bouches déboîtées, résonnant sur le pont silencieux. Cela ressemblait à de la boue épaisse aspirée à travers un tuyau étroit. Les profondeurs sont vides. La voix fit vibrer mes dents. Nous avons consumé l'obscurité. Les fosses sont stériles et il ne reste plus aucune vie sensible en dessous.
J'ai appuyé mon dos de toutes mes forces contre la rambarde métallique, mes mains tremblant violemment. Je voulais m'enfuir, mais il n'y avait nulle part où aller en pleine mer. Nous étions à des kilomètres de la côte, en plus, isolés sur une petite plateforme flottante au milieu d'un océan noir. Les têtes des deux hommes ont légèrement tressailli, ajustant leur angle pour garder leurs yeux morts fixés sur moi. « Nous avons besoin des eaux peu profondes », a poursuivi la voix. « Nous avons besoin des zones d'alimentation où la chair chaude se rassemble. Tu connais le chemin. » La masse à l'intérieur du thon palpitait, brillant légèrement sous les lumières crues du pont. « Tu dirigeras ce navire vers le port le plus proche, » dit la voix à travers les bouches mutilées de mon équipage. « Tu nous mèneras jusqu'au rivage. Si tu accomplis cette tâche, ta vie sera épargnée, et tu seras autorisé à quitter le navire avant que le festin ne commence. » J'écoutais en silence, abasourdi. « Comprends-tu la tâche ?» demanda la voix. Je regardais le capitaine. La peau autour de son cou prenait déjà une teinte gris pâle et maladif. Les veines sous sa mâchoire étaient gonflées, pulsant du liquide sombre provenant des tentacules. J'avalai ma salive avec difficulté. « Oui, » murmurai-je. « Vas-y, » répondit la voix. Le capitaine et le matelot se détournèrent de moi. Ils marchèrent lentement vers le centre du pont et s'immobilisèrent, les bras pendants, les épaisses attaches humides les reliant à l'énorme poisson. Je me mis en mouvement. Je forçai mes jambes à obéir et marchai lentement le long du bord du pont, en gardant autant de distance que possible entre moi et cette masse palpitante. Je gravis les escaliers métalliques menant à la timonerie. Je pénétrai dans la cabine et tirai la lourde porte pour la fermer. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tourner le loquet pour la verrouiller. Je m'affalai dans le fauteuil du capitaine, fixant le pont à travers la vitre en verre renforcé. J'ai poussé la manette des gaz vers l'avant. Le moteur diesel a grondé au fond de la coque, puis j'ai tourné la lourde roue en métal, ajustant notre cap à l'aide du système de navigation GPS. J'ai réglé le pilote automatique sur le port en eau profonde, le plus proche du continent. Le voyage durerait environ 14 heures. Je me suis assis dans la timonerie verrouillée, observant le pont. Pendant les premières heures, les hommes restèrent simplement là, debout. L'océan déferlait autour de nous, le bateau tanguant et roulant au gré des vagues. Mais le capitaine et le matelot restaient parfaitement ancrés, le regard vide, fixant l'horizon. Puis, le processus de digestion commença. Je regardais à travers la vitre, horrifié et complètement impuissant, tandis que l'uniforme du capitaine commençait à pendre mollement sur son corps. Sa masse corporelle diminuait. La peau de son visage, auparavant bronzée et burinée par les intempéries, prit une teinte putride, gris cendré. Au fil des heures, l'intégrité structurelle de sa chair commença à se dégrader. La peau autour de ses pommettes se fendit, laissant s'écouler un liquide épais et limpide. De larges plaques de peau grise se détachèrent de son cou et de ses mains, glissant, humides, le long de ses vêtements et s'accumulant sur le pont métallique. Le matelot plus âgé ne s'en sortit pas mieux. Ses épaules s'affaissèrent vers l'intérieur. Les os de ses bras semblaient se dissoudre, laissant ses membres pendre comme des tubes de caoutchouc dégonflés. Les épais tentacules, attachés à leur tête, pulsaient sans cesse, pompant les restes liquéfiés des hommes vers la masse centrale à l'intérieur du thon. Ils étaient toujours debout, ils respiraient encore, mais ils étaient en train d'être évidés, tout comme le poisson. J'étais assis dans la cabine sombre, la lueur verte de l'écran radar illuminant mon visage. Je regardais la carte de navigation. L'icône clignotante représentant notre navire se rapprochait lentement de la côte. Je consultais les données démographiques de la ville portuaire vers laquelle nous nous dirigions. Des centaines de milliers de personnes. Si j'amenais ce bateau à quai, cette chose se propagerait.
Si elle était capable de vider un thon rouge de 500 kilos et de soumettre instantanément 2 hommes adultes, alors je ne savais pas ce qu'elle pourrait faire à une ville entière. Je vérifiai l'heure. Nous étions à environ 3 heures de la côte. Le ciel était encore d'un noir d'encre. J'élaborais un plan. C'était la seule issue logique. Je déverrouillai très lentement la lourde porte de la cabine. Je gardai les yeux rivés vers le pont. L'entité semblait en sommeil, entièrement concentrée sur la digestion des 2 hommes. Le capitaine n'était plus qu'un squelette gris, recouvert d'un épais manteau de pluie. Je me glissai hors de la timonerie et descendis silencieusement l'escalier métallique, en évitant complètement le pont principal. Je longeai les 3 passages latéraux en direction de la trappe arrière. Cette trappe menait directement à la salle des machines. Je tournai la lourde roue métallique du couvercle de la trappe, grimaçant au léger grincement des charnières. Je descendis l'échelle métallique raide pour m'enfoncer dans les entrailles du bateau. La salle des machines était incroyablement bruyante et d'une chaleur accablante. L'énorme moteur diesel marin tournait à plein régime, propulsant le lourd bateau à travers l'eau. L'odeur de l'huile et du carburant était âcre. Je me dirigeai vers les conduites de carburant principales. Les navires de pêche commerciale transportent des milliers de litres de diesel dans leurs réservoirs. Les conduites de carburant portent des réservoirs et passent par une série de soupapes de sécurité robustes avant d'entrer dans le bloc moteur. Je trouvai une lourde clé en fer posée sur un établi. Je me suis approché du collecteur de carburant principal. Je n'ai pas fermé les soupapes. À la place, j'ai placé la clé sur les raccords en laiton massif qui reliaient la conduite d'alimentation principale à l'admission du moteur. J'ai saisi la clé et j'ai tiré de toutes mes forces. Le raccord en laiton a grincé. J'ai tiré plus fort, arrachant complètement le filetage. Le métal a cédé. La conduite de carburant épaisse et sous haute pression s'est déconnectée de l'admission. Un énorme jet de carburant sous pression s'est répandu dans la salle des machines. Le carburant a heurté les plaques métalliques brûlantes du pont et a immédiatement commencé à former une flaque. L'odeur était instantanément suffocante. J'ai lâché la clé et me suis dirigé vers la conduite d'alimentation secondaire, que j'ai également arrachée. Des centaines de litres inondaient rapidement le pont inférieur, clapotant contre les cloisons au gré du roulis du bateau. Le moteur, privé de carburant, a commencé à tout sauter. Le vrombissement sourd s'est transformé en une violente quinte de tout saccadé. Je n'avais pas beaucoup de temps. Le changement de bruit du moteur, la perte soudaine de vitesse, tout cela allait alerter la chose. Je me suis précipité pour remonter l'échelle métallique, mes bottes glissant légèrement sur le diesel qui recouvrait mes semelles. J'ai poussé la trappe arrière pour la refermer sans la verrouiller. Je courus vers le coffre de rangement près de la poupe, puis attrapai une combinaison de survie orange vif. Ces combinaisons sont conçues pour maintenir une personne en vie dans l'eau glacée pendant quelques jours. Je l'enfilai par-dessus mes vêtements en remontant la fermeture éclair jusqu'au cou. Je me dirigeai vers le bastingage et localisai le conteneur du radeau de sauvetage. Je détachai les lourdes sangles qui maintenaient le fût en fibre de verre blanc au bastingage, puis poussai le conteneur par-dessus bord. Il a touché l'eau et s'est déployé instantanément, se gonflant en un petit radeau orange vif. Le moteur du bateau s'est finalement arrêté complètement. Le navire a tangué en perdant son élan vers l'avant, s'enfonçant dans le creux des vagues. Le silence soudain et absolu était plus pesant que le bruit du moteur. J'ai sorti une fusée de détresse rouge de la boîte fixée à la cloison, puis j'ai saisi le capuchon en plastique. Un bruit de traînée, lourd et humide, retentit depuis le pont principal. Je tournai la tête. Le capitaine et le matelot bougeaient. Ils traînaient leur corps grisé, en ruine et en décomposition à travers le pont vers le passage arrière.
Les tentacules épaisses traînaient derrière eux, tirant la gelée massive et palpitante complètement hors du ton et vidée. La chose savait que le bateau s'était arrêté. Elle savait que la côte n'avait pas été atteinte. La mâchoire du capitaine pendait, complètement ouverte, reposant contre sa poitrine. « On t'a accordé la vie », résonna la voix depuis leur gorge déchiquetée. « Tu seras dévoré. » Tous deux se déplaçaient plus vite que leur corps dégradé n'aurait pu le permettre. Ils contournèrent le coin de la timonerie, se dirigeant droit vers le passage arrière où je me tenais. Je me tenais près de la trappe ouverte menant à la salle des machines. Je frappais le bouchon contre le sommet de la fusée. Le composé chimique s'enflamma instantanément, projetant une lumière rouge aveuglante et brillante, ainsi qu'une pluie d'étincelles brûlantes dans l'air sombre. La fusée brûlait avec une chaleur intense et sifflante. Les deux hommes creux se jetèrent vers moi, les bras tendus, et leurs tentacules pâles pulsaient rapidement. J'ai lancé la fusée rouge enflammée directement dans la trappe arrière ouverte, dans la salle des machines inondée de carburant. Je n'ai pas attendu de l'avoir touché, le carburant. Je me suis retourné, j'ai sauté par-dessus la rambarde métallique et je me suis jeté dans l'océan glacial et sombre. J'ai heurté l'eau violemment, la combinaison de survie me permettant de flotter. J'ai immédiatement commencé à nager frénétiquement vers le radeau gonflé qui dérivait à quelques mètres de là. J'ai atteint le bord en caoutchouc du radeau et j'ai hissé le haut de mon corps par-dessus le bord. L'océan s'est illuminé derrière moi. L'explosion a été un énorme boom qui a fait vibrer l'eau et m'a coupé le souffle. Je me suis hissé complètement dans le radeau et j'ai regardé en arrière. Le bateau de pêche avait complètement disparu, entièrement remplacé par une colonne de feu imposante. Le carburant diesel s'était enflammé instantanément, arrachant complètement le pont arrière de la coque. La chaleur déferlait sur l'eau, me frappant le visage comme la porte ouverte d'un four. À travers le rugissement des flammes, j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais. C'était un crissement aigu, vibrant d'une fureur absolue et ancestrale. Le son a transpercé le vacarme de l'explosion, déchirant l'air nocturne avant que la masse palpitante et ses hôtes captifs aient été incinérés par le souffle. La coque du bateau s'est fracturée et l'épave en feu a rapidement pris l'eau. En moins de 10 minutes, le métal brûlant a glissé sous la surface, sifflant et bouillonnant, tandis que l'océan noir l'engloutissait tout entier. J'étais assis dans le petit radeau orange, entouré d'une obscurité totale, ballottée par les vagues. J'ai dérivé pendant 3 jours. J'ai bu les petits sachets d'eau de secours et j'ai fixé l'horizon. Je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la peau grise glisser du visage du capitaine et j'entendais la voix humide vibrer entre mes dents. Le matin du 4e jour, un chalutier commercial repéra mon radeau. Ils me hissèrent à bord et j'étais gravement déshydraté et épuisé. Ils m'enveloppèrent dans des couvertures et m'installèrent dans leur cuisine. Le capitaine du chalutier me demanda ce qui s'était passé. Je regardais mes mains, agrippées à une tasse de café chaud. Je regardais les hommes autour de moi, travaillant sur le bateau, tirant les lignes des profondeurs. Un incendie dans la salle des machines, me suis-je dit dans un murmure, le regard perdu sur la table en métal. On a heurté une vague scélérate. La conduite de carburant s'est rompue et une étincelle s'est allumée. Ça a pris feu très vite. Et les 2 autres, ils n'ont pas réussi à rejoindre le radeau à temps et le bateau a coulé. Ils m'ont tapoté l'épaule et ils ont contacté les gardes-côtes par radio. Ils m'ont ramené sur le continent. Je suis dans mon appartement maintenant. Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont fermées. J'entends la circulation dehors, les bruits habituels d'une ville animée. Demain, j'irai au commissariat pour faire ma déposition officielle. Je répéterai le mensonge sur l'incendie du moteur et la vague scélérate. Et l'affaire sera classée comme une tragédie en mer.
mais je laisse cette trace ici sur YouTube. Il existe sur cette planète des endroits où la lumière n'a jamais pénétré. Il existe des fosses profondes et froides où l'évolution s'est arrêtée il y a des millions d'années, ne laissant que la fin. Nous traînons nos hameçons sur le fond, essayant d'en tirer un profit, ramenant à la lumière des choses qui n'étaient pas destinées à quitter l'obscurité. Si vous travaillez sur un bateau, si vous remontez des palangres des profondeurs, s'il vous plaît, évitez les eaux trop profondes à tout prix.